Voilà, donc on va passer au chapitre suivant. Donc on va pas voir ça, donc c'est déjà vu. Donc les méthodes de protection des machines. Généralement, il faut être comme ça, dire les grandes méthodes. Donc il y a 5 catégories généralement de dispositifs de protection. Donc on a les gardes, les dispositifs, les emplacements et distances, les méthodes potentielles d'alimentation, d'élimination, d'exposition, il y a d'alimentation et d'éjection pour éliminer l'exposition, et des aides qu'on peut apporter pour améliorer. Donc là, je trouve que c'est plus ou moins, ça part avec la hiérarchie des moyens de contrôle. C'est beaucoup plus, on va partir du dispositif technique jusqu'aux procédures administratives, l'utilisation d'aide et de séparation, le respect qui va obliger beaucoup plus le comportement humain que une protection fixe. Donc, أول حاجة, donc lorsque d'abord on doit admettre la présence du risque. Hein, donc on n'a pas de choix. Donc par rapport à la hiérarchie du moyen de contrôle. Donc, on a le danger, on a la pièce mobile, on a le mouvement, on a le risque électrique, donc on a la machine. Donc ça, on ne peut pas l'éliminer, on ne peut pas le substituer. Donc, on doit l'accepter. OK, dans le cadre de l'exercice de notre activité. Donc, si on est face à ça, donc d'un point de vue technique d'ingénierie, donc la première protection, c'est la protection fixe. Donc c'est une protection permanente de la machine, difficilement retirable. On peut la retirer, on a besoin d'une intervention de maintenance. Il ne dépend pas de la pièce mobile, ok, donc indépendant de la pièce mobile pour remplir sa fonction. Et bien sûr, peut être en tôle, en grillage, en toile, métallique, en barre. C'est des barres maintenant, il y a la distance qui doit être respectée, la distance, l'ouverture. Parfois en plastique, en plexiglas ou tout autre matériau solide pour résister au choc et recevoir et supporter un usage prolongé. Donc, on a différentes matières. On a toujours, comme je vous ai dit, l'approche américaine. L'approche américaine, une fois vous utilisez le matériau qui est solide, donc vous n'êtes pas obligé de le certifier. Par contre, l'approche européenne, c'est la certification. Et c'est là où on utilise généralement des normes. Donc, notamment, les deux normes. Ce ne sont pas des normes d'environnement, 14. Donc, ce sont des normes de la sécurité des machines. Il faut savoir que à l'échelle internationale déjà غير في الISO ما كنهضروش على STM ما كنهضروش على l'ASSP ما كنهضروش على l'ANSI ما كنهضروش على les autres normes spécifiques nationales juste les normes ISO il y a ما كنهضروش على EN hein, les normes européennes il y en a plusieurs juste si on reste les normes internationales on a plus de 32 normes qui touchent la sécurité des machines. Donc, chaque norme va toucher un aspect spécifique de la machine. Par la suite, ils ont été reprises comme normes européennes pour l'utilisation dans le cadre de la directive 2006-42. Donc, là, on a les cas, les gardes, la 14120 et la 14119, donc qui sont des normes pour respecter bien sûr le cadre de la solidité, résistance, utilisation prolongée et type d'ouverture et de manipulation. OK? Donc, ce sont des normes qu'on peut utiliser au laboratoire, dans des laboratoires agréés ou accrédités, pour tester. Donc, ما يمكنش تقول لي مثلا تحط la protection en plastique. Hein, c'est comme كتشوفوا مثلا هذوك الناس اللي par exemple les pare-brises ديالهم qui se cassent ou qui يدير des scotch. Hein, donc, elle dit que c'est une protection. On peut mettre du scotch. Hein, on peut mettre du scotch et dire que c'est une protection qui empêche l'accès. Voilà, donc il a une ouverte. Donc, les même permanente. Voilà, j'ai mis une protection, mais il faut savoir qu'ils ne respectent pas le cadre de la 14120 et la 14119 en termes de résistance et d'utilisation prolongée. Okay, donc, on a pour ne pas se laisser avec le cadre qu'on rencontre généralement les audits. Hein. N'est-ce qui n'importe quoi parfois, des protections qui ne respectent pas le cadre ni légal, ni de raisonnement. Voilà, j'ai mis en place la protection contre le risque. Les protections fixes. Il faut savoir que ce sont les meilleures protections. Mais c'est toujours les meilleures à utiliser parce que parfois on a besoin, surtout les protections fixes, qui peut me dire par rapport à quel type de danger de la machine on peut utiliser les protections fixes.
Il est souhaité dans quel type? راه باين عندكم هنا في la photo. S'il vous plaît, les amis, j'ai besoin de quelques Par participations. exemple, pour les chaînes, Pour les non? machines tournantes. Exactement, exactement. Les chaînes, les machines tournantes, c'est généralement, je fais principalement juge les catégories. Je fais les points de transmission d'énergie. Il y a que les points les ondes de mouvement, les pièces en mouvement de transmission d'énergie. Et on a vu l'autre zone de risque par rapport à une machine. C'est pas ça? Quoi? Les courroies. Là, les courroies généralement, c'est des pièces en mouvement, c'est des pièces de transmission. هي هذه مثلا هنا راه كاين واحد الموتور وكاين واحد الكوروا. Mais واحد la zone اخرى في la machine qui est dangereuse et qui est la plus dangereuse probablement. هذه واحد لا زون تقدر تكون بعيده هاد لا زون. On peut même يعني نقدروا même نديروا ليها واحد الغرياج كاريمون. ما ناكسيديوش لها، mais واحد لا زون on a besoin d'y accéder. On a besoin de rentrer. شنو هي لا زون par rapport à la machine. رادويت عليها في الاول. La zone D'opération. effectivement. Donc, la zone d'opération, mais une protégée par une protection fixe. Ça y est, parce que c'est là où l'opérateur opère. هو فين كيخصو يحط يديه كيخصو يحط une pince كيخصو يحط la pièce OK, donc on ne peut pas. Donc la pièce la machine فيها des dangers كلها c'est un danger. علاش parce que فيها des pièces en mouvement, فيها des pièces tournantes, فيها des zones بحال هكا, mais principalement يعني فين كيكون عندنا là où il y a le plus de danger parce qu'on a besoin de l'utiliser la machine. OK. مثلا je sais pas pour une voiture نقدروا نقول لكم يعني la zone d'opération c'est les roues ou les pneus. Les pneus c'est la zone d'opération يعني et c'est là où un véhicule présente le plus de danger. يعني c'est là où il y a le mouvement, c'est là où il y a l'écrasement de heurter un autre passager de la route. يعني mais sinon هذاك le moteur ou les courroies ديالو ولا راه ils sont protégés par le capot, donc ils sont déjà on n'a pas besoin d'y accéder. Mais comme j'ai dit هذاك pièce fixe, il a dit que la pièce n'est pas toujours facile à utiliser lorsqu'il s'agit d'une pièce de zone d'opération. Donc les protections réglables sont utilisées, bien sûr, car elles permettent de s'adapter à lorsque l'OSHA utilise stock, ça veut dire les pièces, donc tout ce qui est produit qu'on veut manipuler, qu'on veut couper ou la qui se met au stock. Donc, et de tailles différentes. Donc, d'abord, on a les types de protection adaptées. Les zones sont les protections imbriquées. Donc, lorsque ce type de protecteur est ouvert ou retiré, bien sûr, le mécanisme de déclenchement d'alimentation s'arrête ou se désengage automatiquement. Donc, en fond, il y a des détecteurs. Ce ne sont pas des détecteurs de mouvement, c'est des détecteurs généralement de pression. Donc, qui détectent la présence de la protection elle-même, okay, et non pas de la pièce, et non pas de la personne. Ils détectent la protection. Okay? La protection fixe, mais il est facilement manipulable. وهذا هو le risque. Le deuxième risque, اللي كنطيحوا فيه مع la fabrication en interne des protections fixes. Les protections fixes, c'est fixe, c'est boulonné, ou là, c'est soudé. OK? Mais les protections imbriquées manipulables, qui sont avec des mécanismes asservis à la machine pour pouvoir arrêter le fonctionnement en cas de mouvement de la protection. Deuxième type, c'est les protecteurs auto-ajustables. Donc, ce sont des ouvertures déterminées principalement par le mouvement de l'objet. Donc, qui ne sont pas, qui يحتاجوا parfois une certaine résistance. يعني بحال كيحتاجوا le mouvement, la force appliquée pour ajuster. Donc, l'ouverture ديالهم s'adapte au produit, mais on a besoin, donc pour ne pas permettre l'accès du doigt ou de la main, donc il nécessite généralement de la poussée.
Donc, lorsque l'opérateur déplace l'objet dans la zone dangereuse, le protecteur est repoussé, ce qui crée une ouverture juste suffisante pour laisser passer l'objet. C'est-à-dire que la protection, parfois, si on va pousser, bien sûr, avec la main d'Yannara, il se peut, généralement, il dépasse la résistance de la main ou la résistance de la force musculaire des personnes. Il est suffisante pour qu'il soit, yani, vous pouvez imaginer que le mouvement de l'objet peut être bougé ou là, peut être poussé par un autre type de mécanisme. ولكن هذيك l'ouverture, il peut bouger. Okay, il revient à sa place en l'absence de l'objet. Okay, donc c'est un mécanisme de ressort qui permet de pousser, de mettre la protection à il n'engendre pas l'arrêt de la machine parce qu'on a besoin de ce fonctionnement, mais يعني ملي كيكون هذاك le mouvement يعني ما كيقدرش la personne يحط صباعه مثلا في ديك la zone. Ok, donc ça, ce sont les types de protection. Deuxième type, donc on a les gardes, hein, les protecteurs fixes ou là amovibles. Deuxième type de protection, ce sont les dispositifs de détection de présence. Donc, principalement, on va parler de dispositifs photoélectriques qui détectent la présence. Lorsque le vaisseau lumineux est interrompu, bien sûr, la presse ou le mécanisme va s'arrêter. Donc, il déclenche automatiquement et il commande l'arrêt de la machine en urgence. Hein. Ce n'est pas un arrêt, donc il s'agit d'un arrêt d'urgence. Hein. Ce n'est pas un arrêt de service qui peut laisser l'inertie. C'est comme un freinage. Donc, il faut différencier, s'il vous plaît, entre ces deux types d'arrêt. Il y a l'arrêt du dispositif, il y a l'arrêt du moteur. OK? Donc, lorsque on a parfois le risque, lorsqu'il s'agit d'une fabrication en interne, par exemple, qui a des arrêts d'urgence, les arrêts, ce ne sont pas des freins. Parce que l'arrêt d'urgence, c'est un frein d'urgence. Okay, il va freiner la machine. Mais l'arrêt d'urgence qui n'arrête que le moteur, c'est un frein de service. C'est un arrêt de service. Mais pour qu'il soit qualifié d'arrêt d'urgence, il doit être mené d'un dispositif de freinage. Donc, avec le mouvement d'inertie également doit être arrêté. يعني ماشي مثلا يكون واحد le mécanisme de beaucoup d'accidents ont été enregistrés même après avoir يعني installé les dispositifs parce que s'ils sont installés juste en interne ما كيأسيروش هذاك le freinage ديال le mécanisme. كتلقى مثلا واحد le retour مثلا ديال un piston qui a été dont une énergie a été emmagasinée. Ou une fois qu'il y a le retour de le mécanisme, malheureusement, il y a l'accident. J'ai participé dans beaucoup d'accidents similaires à ce cas. Même après avoir interrompu, le vaisseau lumineux a été interrompu, le freinage, l'arrêt de la machine, l'arrêt du moteur, mais la machine n'a pas été arrêtée. Des dispositifs électromécaniques qui sont principalement des obstacles qui empêche de descendre à la distance prédéterminée. Donc, le circuit de commande ne déclenche pas le cycle de la machine. Donc, on a les deux types de protection. Des dispositifs frein, on les retrouve pas généralement chez nous. Au Maroc, je l'ai pas vu même dans mes visites à des pays africains, ou Guinée ou là, au Sénégal et autres. Ce sont des dispositifs de rappel qui utilisent des câbles rattachés aux mains ou là, attachés aux mains ou au poignet et au bras de l'opérateur. Donc, ce sont des dispositifs de rappel, hein, donc qui vont, en cas de problème, ils vont tirer la pression. Ce sont comme des dispositifs de retenue. Donc, lorsqu'il y a un danger, donc au niveau de la machine, donc qui connaît le retrait des mains du poste de travail, qui connaît le problème ou là, lorsqu'il y a un fonctionnement, maintenant, on va demander
l'opérateur de mettre le mécanisme. Le mécanisme, il est asservi le dispositif de pliage, par exemple. Si, pour une raison ou une autre, le dispositif est déclenché, automatiquement, la main de l'opérateur va être retirée. Donc, c'est un dispositif de repli, donc il va tirer. OK, de repli, il va tirer. OK, les dispositifs de retenue, donc qui va juste retenir. Donc, ils sont des sangles qui sont attachés également ou des câbles qui doivent être réglés de manière à ce que les mains de l'opérateur ne puissent se déplacer que dans une zone de sécurité prédéterminée. Donc, la seule différence que Hada, il est alimenté. Okay, donc, ce sont des câbles ou là des sangles ou là peu importe, donc ceux qui sont rattachés ou là attachés les mains de l'opérateur. Il va bouger, ok, en cas de problème. L'autre, il est prédéterminé, donc à la distance, mais qui se marche l'opérateur de dépasser et d'aller au-delà d'une zone de sécurité. Les autres dispositifs, ce sont les commandes de déclenchement de sécurité. Ce sont des arrêts d'urgence, hein, où doivent être conformes la 13850. OK, donc ce sont des commandes de déclenchement de sécurité, une barre ou là le câble ou là ça dépend. Donc il y a plusieurs types de mécanismes et de dispositifs. Une fois enfoncé, la machine il est désactivée et les pièces en mouvement sont freinées. OK, il y a ce freinage, il est très important. Les dispositifs de contrôle bimanuel, on les connaît donc également, donc sauf que le seul risque, c'est que on doit contrôler la présence des opérateurs. Donc on a les dispositifs de contrôle bimanuel. Lorsque l'opérateur fait, qui juge les risques d'abord, donc un risque, il y a de présence d'autres opérateurs, mais on met juste l'opérateur qui fait la fonction. Donc, en cas de présence d'un autre opérateur, n'apporte aucune protection. OK, donc la zone d'intervention de l'opérateur, les officers ou les agents de contrôle ou les HSE officers doivent contrôler la présence des autres opérateurs. Donc, interdire les postes doubles. Ou malheureusement, je vous assure que vous n'allez jamais arriver à faire ça parce que déjà, qui connaissent des aides, qui connaissent des stagiaires, qui connaissent des gens qui apprennent. Quand je dis voilà, tu vas rester à côté. Malheureusement, quand on trouve tout ce qui est contrôle administratif, ou l'aide, ou le stagiaire, ou l'opérateur qui est en période de stage ou là en période d'apprentissage, il va être impliqué dans le travail. Ou l'opérateur lui va lui demander de retirer ou là, de faire un truc à cas. OK, il y aura des accidents. Pas mal de fois, j'ai assisté à des trucs pareils où des dispositifs bimanuels n'ont pas assuré la sécurité vu la présence de deux opérateurs sur le poste de travail. Deuxième risque, les Kikon, s'ils ne sont pas fabriqués par le fabricant du machine, Kikon a un risque important de chantage. Donc, la chante, il y a un Kenji qui a enfoncé le bouton, qui prend l'autre bouton qu'on utilise pour faire fonctionner la machine. Parce que l'âge, parfois, les distances de sécurité, quand l'opérateur il a besoin de s'assurer, de maintenir la pièce. Mais qui connaissent des dispositifs fiables qui vont maintenir la pièce qu'on veut couper ou là on veut plier dans la position. OK, donc là, au début les risques d'interférence. Donc parfois l'opérateur a besoin d'ajuster la pièce, l'angle ou la distance, le mécanisme de pliage ou le mécanisme de coupe ou là, il veut la zone. Donc l'opérateur ملي كيلقى راسو مثلا تيكون عنده بزاف ديال لي نون كونفورميتي وهنا خاصه الناس ديال لا كاليتي يدخلوا في الخط في هذا لو بوين هذا parce que هما اللي كيديروا la pression, voilà, il y a beaucoup de non-conformité et tout ça. Donc, l'opérateur, parfois, ou le responsable dialogue, le chef d'équipe, il l'oblige à maintenir. Qui voulait aussi obligé, malheureusement, à maintenir la pièce également, d'apporter le maintien, la main dialogue, maintenant gauche ou la droite, et d'appuyer sur le bouton pour plier correctement. Et soyez sûr que ce genre de comportement s'achève généralement par des accidents. La troisième manière, donc, je fais les dispositifs, je fais les protections physiques. La troisième, c'est les sauvegardes des machines par la distance.
on peut assurer une distance suffisante, donc à ce que l'opérateur ne peut pas atteindre la zone de danger. Donc, maintenant, l'équipement, on peut le maintenir. On dort des opérations de maintenance et des opérations inhabituelles, parce que toute opération inhabituelle doit faire l'objet d'un permis de travail. Donc, on dort des opérations inhabituelles d'intervention ou d'autres. Donc, on peut assurer. Parce que une opération de maintenance sera bien sûr, même la protection physique fixe va être enlevée. Donc, là, les protections de machine, s'il vous plaît, on est en train de parler sur des opérations habituelles d'intervention sur la machine, d'utilisation de la machine dans sa point d'opération. Donc, placer la machine d'une manière à ce que les parties dangereuses de la machine soient éloignées des postes de travail des opérateurs et d'autres zones de l'employé ou de marche ou de fonctionnement. Donc, positionner également les zones de transmission contre un mur ou laisser toute opération routinière s'effectuer de l'autre côté de la machine peut donc empêcher l'accès aux zones dangereuses. Les méthodes d'alimentation et d'éjection, donc là, c'est plus ou moins le quatrième dispositif de protection. C'est des dispositifs plus ou moins administratifs ou l'interaction. Donc, lorsqu'on a la possibilité, maintenant, d'alimenter parfois, comme la zone d'intervention ou la d'opération de la machine, parfois on est obligé que l'opérateur se met juste à côté et maintenir maintenant la pièce dialogue ou là un truc. Le fait d'automatiser l'alimentation et l'éjection des pièces traitées et de cette manière éloigner la distance d'intervention. Donc, c'est également une sécurité. Donc, on va automatiser. Donc, l'opérateur ne sera pas obligé d'alimenter manuellement l'objet à l'aide à côté de la zone. Par contre, donc, il peut utiliser des outils, des mécanismes d'alimentation qu'on va voir par la suite. Donc, les systèmes d'alimentation automatique, ok, donc là, l'opérateur, il a une distance suffisante, loin de la zone d'opération où il peut alimenter la machine. Également, on peut installer, comme stock, s'il vous plaît, là, ça veut dire la pièce. Donc, système d'alimentation semi-automatique ou la déjection semi-automatique. Il y en a un l'opérateur qui est dire, qui يجيب واحد la pièce, par exemple, il va la placer le petit chariot, le petit chariot, un mécanisme, il va la rentrer, donc il va la rentrer de la zone. غيوقع لنا l'opération اللي كتشوفوا هنا مثلا راه كيشد هاد لا بيس هادي كيدخلها كيوقع لنا مثلا la zone d'intervention et ensuite كيكون عندنا واحد le mécanisme d'éjection qui va pousser la pièce لواحد la zone loin de la zone d'intervention et d'opération de la machine. Comme si l'opération il a été conditionné pour assurer la qualité suffisante, le fonctionnement suffisant pour que l'opérateur ne soit pas obligé de maintenir ni la main dialogue, ni peut-être un autre objet, ou malheureusement. Donc, ce type d'opération semi-automatique, c'est le bouchage. C'est le risque majeur. يعني واخا كنانستاليو هاد les mécanismes d'éjection malheureusement كيوقع لنا يعني la pièce il est coincé un coincement de la zone peut-être la pièce n'a pas été correctement يعني pliée ou correctement يعني l'opération n'a pas été correctement réalisée ou peut-être la pièce déformée et lorsque la pièce elle est déformée il peut se coincer. C'est très fréquent. Donc, je le vois souvent dans les usines. Donc, la pièce, il est coincé derrière, où le mécanisme d'éjection ne permet plus l'éjection de la pièce. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'opérateur va introduire sa main pour retirer. Au fait, le moment où il se peut que le mécanisme de pliage ou de coupe ou tout type d'intervention, bien sûr, va opérer la machine sur sa main. Septième point qu'on va voir, donc, c'est les systèmes de robots qui sont des machines
purement automatique qui nécessite aucune intervention de l'humain. Donc, tous les modes de fonctionnement jusqu'à l'éjection le produit. Par contre, il y a deux types de risques. Donc, il y a deux types de commandes sur les robots. D'abord, il y a les robots asservis qui sont contrôlés par des capteurs qui vont surveiller en permanence les axes du robot pour obtenir des informations sur leur position et leur vitesse. Donc, des informations sont comparées en permanence à des informations préétablies qui ont été programmées et stockées dans la mémoire. Et les robots non asservis n'ont pas la possibilité de contrôler les actes et les vitesses. Ça peut nous présenter un risque. La prochaine, donc je vous ai parlé de la norme ou de la directive 2006-42. Il faut savoir que depuis 2015, la directive a été actualisée, mais n'a pas encore, il est publié, mais n'est pas encore en vigueur. Mais il n'est pas encore en vigueur. Il ne deviendra en vigueur qu'en 2027. Imaginez que le Parlement européen a donné un délai de 3 ans aux fabricants pour s'adapter aux nouvelles exigences de la nouvelle directive. La directive a eu règlement. Donc, elle est applicable sans nécessairement passer par une loi d'application. Parmi les points, le mécanisme d'asservissement et de non-asservissement, parmi les points peut-être qu'on va également ajouter dans la formation, c'est le point d'intelligence artificielle. Donc, la norme, la directive ou le règlement qui va devenir règlement, j'ai l'impression de dire comme le nom dialogue parce que peut-être c'est pas le bon, mais c'est généralement 21, 23. Mais je vais vous le communiquer par la suite. Donc là, vous faites juste la recherche, la nouvelle directive ou le règlement de la sécurité des machines qui va remplacer la directive 2006-42 a introduit l'aspect de l'intelligence artificielle. Parce que les distances les vont être captées par les robots, par les machines, analysées, et la machine, sans nécessairement passer par la période sans aucune intervention humaine pour réaliser un ajustement des paramètres, seule la machine va ajuster ses paramètres. Imaginez, مثلا, il donne la distance, مثلا, ou la distance avec le temps, il y a eu plusieurs signalements de non-conformité. Donc la machine automatiquement va adapter les distances, va adapter les cycles, va adapter les fréquences, ou ça présente un risque. Il y a des distances de sécurité qui ne peuvent plus être prises en compte. Maintenant, j'avais l'habitude d'avoir la distance de sécurité d'1 mètre. Demain, la machine a décidé de réduire la distance à 50 centimètres pour s'adapter à la nouvelle exigence des clients. Donc, c'est vraiment très dangereux et doit être pris en considération par les machines. Donc, les types de risques liés aux robots, c'est d'abord les risques mécaniques qui peuvent inclure des collisions entre les travailleurs et les équipements, écrasement ou de coincement. Donc, en cas d'accès, bien sûr, à des zones dangereuses de la machine. Imaginez que les distances généralement sont fixes et sans aucune intervention de maintenance, les distances ne peuvent pas changer. Mais demain, avec l'intelligence artificielle, les distances d'intervention peuvent changer automatiquement en fonction des informations analysées par l'IA. Bien sûr, le deuxième point, c'est les erreurs humaines qui peuvent entraîner des risques pour le personnel et les équipements. C'est des erreurs de programmation, ajouter l'intelligence artificielle, d'interférences avec des équipements périphériques, des connexions, des capteurs mal ajustés qui peuvent entraîner des mouvements ou des actions imprévues de la part du robot, ce qui peut entraîner des blessures et soit d'écrasement ou de heurter d'autres. Où là, le grand risque dans les cas en absence des capteurs, c'est de laisser, d'oublier, par exemple, il se peut que le chariot, les bras, ce n'est pas sa place, mais on l'a oublié. Donc, qu'on a l'interférence ou l'interaction entre le robot et les autres pièces qui sont présentes dans la zone. Dernière chose à voir, c'est les aides. Donc,
il y a plusieurs aides, c'est des barrières de sensibilisation parfois qu'on peut mettre juste pour informer les personnes de ne pas accéder à la zone de danger. Donc, c'est des rappels, mais qui ne sont pas des vraies protections. C'est un balisage permanent peut-être de la machine, mais qui ne sert pas vraiment comme barrière fixe d'empêcher l'accès de la personne à la zone dangereuse. Des boucliers ou des protections qui peuvent être utilisées pour fournir une autre protection contre les risques. D'autres aides, donc les boucliers peuvent aider en cas de projection de liquide ou des éclaboussures, mais on voit d'autres aides, des outils à main spéciaux pour retirer, placer, ajuster. Donc, Hadouk Forum, où généralement, s'il vous plaît, il y a des fabricants. Donc, ce que je vois souvent dans les usines, ce sont des outils préparés en interne. Il faut savoir qu'il y a des fabricants de ce type d'outils qui sont vraiment ergonomiquement utilisables avec plus de dextérité et l'opérateur peut les utiliser avec beaucoup de dextérité sans nécessairement, on n'est pas obligé de toujours les fabriquer en interne. Je vois ces outils, mais généralement sont fabriqués en interne. En particulier, donc voilà, donc peuvent aider à assurer la distance de l'opérateur et l'opérateur ne sera pas obligé de mettre sa main à proximité de la zone de danger. Donc, mais ils ne doivent pas être utilisés à la place des autres protections. Sont là uniquement pour compléter la protection fournie avec la machine.